Les Gilets jaunes qui vont défiler demain ou qui vont manifester demain, et plus exactement, qui seront reçus cet après-midi par le Premier ministre, normalement, certains d'entre eux. Et puis, la France Insoumise qui connaît quelques turbulences actuellement. Bah, c'est avec Danielle Obono qu'on va en parler ce matin, qui est députée elle-même de la France Insoumise. Bonjour Danielle Obono. Bonjour. Alors vous irez manifester demain, vous, sur les Champs-Élysées? Oui. 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 Vous êtes député de Paris, hein, c'est important de le dire. Voilà. Vous irez avec Jean-Luc Mélenchon, donc. Bah avec des milliers de personnes, à ce qui semble, D'accord. sur les Champs-Élysées pour revendiquer... Et donc vous êtes tout à fait disposé à montrer votre carte d'identité, à vous faire fouiller avant de pénétrer sur les Champs-Élysées, puisqu'il semblerait que... ça soit la règle. Ce soit le dispositif, oui. Ce qui est quand même un peu problématique, puisque normalement le droit de manifester est un droit constitutionnel. Enfin, il y a eu des violences la semaine dernière. Oui, il y a eu sur quelques dizaines de personnes qui ont commis des violences sur des milliers et des milliers qui ont manifesté. Ça a caillassé pas mal quand même. Puis les commerçants sont en colère parce qu'il y a eu des vols. Il y a aussi, je pense que vous avez dû voir les vidéos de dizaines de personnes en gilets jaunes qui ont aidé des commerçants, qui ont rangé, qui sont passés justement après les dégâts pour tout rendre en ordre. Mais demain, en fait, l'essentiel quand même de cette mobilisation, c'est ce qu'on a vu, ça a été pacifique, ça a été bon enfant. Demain, vous irez. C'est ce qu'il faut. En quoi le mouvement des gilets jaunes rejoint votre action politique? Je ne crois pas que le mouvement des Gilets jaunes rejoigne notre action. C'est un mouvement d'abord qui est autonome, qui a ses propres revendications. Ils les ont transmis. Tout est parti de la taxe carbone et puis qui traduit une colère, une révolte populaire, sociale. Et c'est dans ce sens-là où nous, on le comprend et on l'analyse comme l'expression d'un ras-le-bol général. Donc c'est pas une question d'un mouvement qui nous rejoint ou quoi. C'est un mouvement qui est et qui traduit un état du pays. Et nous, comme nous sommes dans l'opposition, la principale opposition a contesté aujourd'hui la manière dont dirige Emmanuel Macron et son gouvernement à aller droit dans le mur de manière antisociale et anti-écologique. Ça correspond à l'analyse... Ils veulent pas de vous si on les écoute pas, vous, la France Insoumise. La France Insoumise, mais ils veulent personne, quoi. Ils veulent pas de parti politique, ils veulent pas de syndicats, ils se réclament apolitiques. Ils ont raison de refuser une récupération. Étiquette. Une étiquette, parce que l'objectif, comme tout mouvement, c'est qu'il s'élargisse et faire en sorte qu'il soit très large, que tout le monde puisse se sentir partie de ce mouvement. Déjà, il y a quand même une grande majorité aujourd'hui de la population qui soutient le mouvement. Donc, la volonté qu'il n'y ait pas d'étiquette partisane, elle est très saine, elle est très juste pour pouvoir faire qu'il y ait si on regarde bien, eux, ils veulent moins de taxes, c'est-à-dire moins d'impôts, mais vous voulez plus de protection, plus de services publics, plus de... Donc comment... c'est pas conciliable tout ça. Si on paye moins d'impôts, il y aura moins de services publics. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont portées dans ce mouvement, mais le sentiment de l'injustice fiscale, pas la fiscalité uniquement, l'injustice fiscale, c'est sur qui ça repèse en priorité. Et nous, on rejoint ça. Quand on propose, par exemple, 14 tranches au lieu de 5 tranches d'impôts pour un véritable impôt sur le revenu progressif, c'est ça qu'on dit. Justement, il y a une injustice fiscale et les personnes que vous avez interviewées dans votre journal, etc., disent aussi on veut plus de services publics. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une imposition, mais qui ne se traduit pas par plus de services publics. Et pour le coup, je pense que ça rejoint l'analyse que l'on fait de la casse du service public et d'un partage des richesses inégalitaires qui bénéficie aux plus riches et pas à la majorité. Vous demandez à Emmanuel Macron de reculer, de retirer cette taxe carbone ? Oui, bien sûr, parce que nous sommes responsables, nous sommes des parlementaires, nous nous exprimons en tant que parlementaires qui, en ce moment même, sont en train de rediscuter du budget qui contient... Non, ce n'est pas ma place de demander sa démission. Parce que dans les cortèges, on entend oui, mais ça c'est normal. Encore une fois, c'est pour ça que nous respectons justement l'autonomie du mouvement. Moi, je suis parlementaire. Je crois que le débat démocratique passe aussi par la représentation parlementaire, mais il faut qu'elle écoute. Il faut que la majorité, et moi j'interpelle surtout mes collègues de la majorité, est-ce que dans quelques semaines, ceux et celles qui disent qu'ils écoutent, qu'ils ont entendu, qu'ils ont rencontré des gilets jaunes, vont quand même voter le budget qui entérine les mesures
mesures que contestent les Gilets jaunes. Et donc moi, la question, en tant que responsable donc ce budget, politique... vous n'allez pas le voter, évidemment. Ah bah oui, non, on va y s'y opposer, mais on espère quand même que désormais, peut-être un plus grand arc de force parlementaire va s'y opposer. Sinon, tout ce qu'ils racontent, leurs rencontres, M. de Rugy, M. Philippe, ils vont les rencontrer, causer toujours, mais au final, on garde le cap et puis on passe en force en votant le budget. Il est encore temps, au moins de répondre. Ça ne répondra pas à tout, bien entendu. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ce mouvement. Mais au moins de répondre à une des premières revendications, c'est possible et c'est de la responsabilité de la majorité de le faire. Comment ça va à la République Insoumise? On a l'impression que ça va. La République Insoumise. À la France Insoumise. La 6e République, c'est à venir. Insoumise. La France Insoumise. Mais écoutez, je pense que vous avez vu dans les mobilisations, beaucoup des nôtres qui sont... quand même, là. Depuis l'histoire des perquisitions, enfin l'histoire, c'est pas une histoire, depuis les perquisitions sur 2 dossiers judiciaires qui sont pas encore, enfin qui sont en cours d'instruction. Enfin, avec un juge d'instruction, voilà, ce qui permet d'avoir l'accès au dossier. L'un sur les comptes de campagne de la présidentielle, l'autre sur des présumés emplois fictifs, des supposés emplois fictifs au Parlement européen. Bon, il y a eu beaucoup de battages autour de ces perquisitions, le comportement et l'attitude notamment de Jean-Luc Mélenchon a été critiqué, même en interne, violemment critiqué même. On a l'impression que rien ne va plus, c'est vrai ou pas? Bah non, écoutez, nous... Dites la vérité. La vérité, d'abord, je ne suis pas au confessionnal ni devant un tribunal. Mais après, moi, je vous dis ce que je pense. Oui. Effectivement, l'attaque qui a été menée contre la France Insoumise, parce que nous pensons que nous affirmons que c'est une attaque politique. Quand vous voyez la disproportion des moyens et le 2 poids 2 mesures, alors... Dernièrement, nous avons appris qu'il y a une enquête finalement qui est ouverte sur les dons de M. Macron et de la République En Marche. Mais bon, il a fallu quand même qu'on fasse beaucoup de bruit pour qu'on voit qu'il y a quand même un 2 poids 2 mesures. À l'intérieur de votre mouvement. Non, les voix ont toujours été diverses. Les porte-claques. Les porte-claques. Écoutez, c'est heureusement qu'on est dans un mouvement où on peut parler, dire, donner son point de vue. Quelle est la ligne? Est-ce que c'est une ligne, on parle alors d'une souveraineté, une ligne souveraineté populaire, et puis une autre qui est une ligne rassemblement de la gauche? Quelle est votre ligne, vous? Nous, notre ligne a toujours été claire. Nous voulons fédérer le peuple. Donc, il y a rassemblement de la gauche. Non, fédérer le peuple. C'est pas l'union de la gauche, c'est fédérer le peuple, justement. On s'est inscrit, et la campagne présidentielle, on nous a fait suffisamment de reproches là-dessus. C'est difficile à comprendre tout ça. Non, c'est pas difficile. C'est ceux qui veulent embrouiller. Donc, vous êtes souveraineté populaire, vous? Nous sommes pour fédérer le peuple. Et effectivement, que le peuple regagne une souveraineté politique, démocratique, sociale. Vous n'êtes pas sur la ligne, par exemple, de Clémentine Autain? Clémentine Autain fait partie du groupe parlementaire qui défend un programme qui est sur la base de fédérer le peuple. Après, on a des discussions sur comment on fait, sur tactiquement comment on avance, ça c'est normal. On ne pouvait pas prévoir en 2016, quand on a lancé la campagne, les événements qui arrivent aujourd'hui. Par contre, ce qu'on dit, et il faut quand même reconnaître un petit peu ça, la thèse du dégagisme, l'analyse qu'on a portée quand même sur le fait que les gens ne se reconnaissent plus dans des étiquettes, qu'il y a un ras-le-bol général. Que les Gilets jaunes réussissent la mobilisation que vous n'avez pas réussi à faire. Hein. Écoutez, nous avons fait notre part. Je pense qu'on n'a pas fait le moins. Mais encore, je voulais revenir parce que vous parliez de nos thèses et nos théories. Reconnaissez quand même que dans ce qu'on a développé dans l'ère du peuple, parce que Jean-Luc Mélenchon notamment, mais ce qu'on dit aussi dans notre programme, sur le dégagisme, sur le ras-le-bol, sur la nécessité y compris de redonner du pouvoir au peuple. Qu'est-ce que vous entendez dans les revendications aujourd'hui des Gilets jaunes? Il y a de ça. Donc je pense qu'il y a quand même eu peut-être une sorte d'intelligence. Oui, mais écoutez, on a quand même réussi à obtenir près de 19% de voix aux élections. Depuis, je pense qu'on fait un travail. Je pense qu'on fait un travail au niveau. Il n'y a plus de gaz à tous les étages, quoi. On fait un travail au niveau du Parlement qui est quand même. Il y a quand même remarqué, des critiques qui disent et puis il y a des débats. Jean-Luc Mélenchon, finalement, il gouverne ce mouvement de façon clanique, avec quelques-uns, et il n'y a pas de démocratie à l'intérieur du mouvement, c'est très autoritaire. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est ce qu'on. Vous faites partie du clan, c'est ce que vous faites voulez. Partie du clan. Moi, je fais partie d'un groupe parlementaire de 17 personnes qui a réussi de manière imprévu, parce que c'était prévu par personne, qu'on soit 17, qu'on réussisse à faire un groupe, à créer un collectif qui est cohérent et qui respecte les individualités. Nous sommes 17 personnes avec un président de groupe, mais qui a réussi à faire ce qu'on fait à l'Assemblée, ce qui est entendu partout. Donc ce n'est pas un clan. Et juste, excusez-moi, parce que vous parliez du mouvement,
est-ce que vous pouvez me citer une autre organisation politique aujourd'hui qui a fait autant de consultations, de votes de ses adhérents? Encore aujourd'hui sur le programme des européennes, il y a un vote de tous les adhérents sur la plateforme qui fait des conventions, qui fait des espaces. Gérard a décidé. La démocratie, elle est clairement... était pressentie pour diriger la liste de la France Insoumise. Finalement, elle y renonce. Vous regrettez son départ? Non. Elle n'est pas partie quand même, rappelons-le. Charlotte Chinard est toujours sur la liste. Elle est toujours sur la liste. Elle fait partie du maintenant. On travaille ensemble, notamment dans l'espace programmatique. Oui, parce que je trouve que Charlotte Girard est une militante, une dirigeante extraordinaire. Je pèse mes mots. Et qui a eu des mots justement avec Mélenchon. Non, on a des débats politiques, mais enfin, la politique, et vous le savez vous-même. Vous, dans votre rédaction, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur exactement la virgule près, mais vous débattez, vous discutez et vous respectez le point de vue des uns et des autres. Charlotte a pris cette décision que je respecte et je suis très heureuse de continuer à travailler avec elle dans le cadre de l'espace programmatique. Qui va diriger cette liste alors? Écoutez, il y a un binôme paritaire qui va être annoncé, à ma connaissance, au plus tard à la convention du 7 et 8 décembre. Voilà. Et donc, il y a quand même... Ça sera qui? C'est qui le binôme? Je n'en sais rien. Je sais que Manuel Bompard sera certainement confirmé comme étant... l'une des parties, et puis il y aura une autre personne. Mais enfin, il y a 79 personnes. Alors, c'est important, un binôme, c'est ça qui va donner la dynamique. Mais il y a 79 personnes sur cette liste qui ont été désignées dans un processus où on a innové, y compris sur le comité électoral. Il y a plus de la moitié des gens qui sont tirés au sort et qui font un travail depuis des semaines, etc. Voilà, là, vous avez un exemple d'un processus Manuel Bompard, ça sera l'autre personne sera sortie d'une consultation à l'intérieur de la France Insoumise. Il y a eu un travail qui est fait par le comité électoral dont je vous parlais depuis plusieurs semaines, qui a sollicité des candidatures, qui en a reçu et qui a déterminé... Vous militez pour la présence sur cette liste d'une jeune femme, qui est la sœur de Adama Traoré, qui est un jeune homme qui est mort dans des circonstances pour le moins troubles au commissariat de Persan-Beaumont, si ma mémoire est bonne, en 2016, après une interpellation qui a été effectuée cette année-là. Pourquoi vous voulez qu'elle figure sur cette liste? Ça, c'est vraiment le journalisme dans toute sa splendeur. Je ne milite pas pour la présence d'Assa Traoré. J'ai répondu à une question d'un de vos confrères qui me demandait est-ce que vous pensez que cette personne a sa place sur la liste? J'ai dit oui, comme toutes les personnes. Non, j'ai répondu à une question parce que c'est autre chose. Le journalisme, c'est fait pour faire accoucher les esprits. Voilà. C'est ce que vous faites là. Donc j'ai répondu à une question qui n'était pas à mon initiative, mais je dis et le redis, mais c'est vrai pour Assa Traoré, comme c'est vrai pour toutes les figures du mouvement social, des mouvements sociaux aujourd'hui. Elle est proche de vous, Assa Traoré? Toutes les personnes. Elle est à la France Insoumise ou non, elle n'est pas à la France Insoumise. C'est la porte-parole du comité Justice pour Adama. C'est une personne très respectable, très digne, très forte, que moi j'admire en tout cas pour le combat qu'elle mène. Et comme toutes les personnes membres du mouvement social qui sont d'accord avec notre programme, parce que c'est quand même ça la base, c'est ça qui nous lie, elle est bienvenue dans la mesure où elle est d'accord avec ce qu'on défend. Donc voilà, il n'y a pas d'ostracisme particulier. Pourquoi il y aurait un ostracisme vis-à-vis d'elle? Voilà. Pourquoi... dit ça, moi, je le demande à vous. Donc il n'y a pas de raison d'avoir... D'autres à la France Insoumise sont d'accord pour... Il faudra leur poser la question. En tout cas, moi, je vous réponds quand vous me parler d'Assa Traoré, mais je tiens à rappeler quand même que, je le redis, on a 79 candidats et candidates, il y en a un certain nombre que je connais très bien, que j'aime beaucoup, que je respecte, qui sont des candidats et candidates fantastiques, Leïla Chaibi, Sophie Rauser, Younous Omarji, qui est notre député européen actuellement, qui est un des meilleurs députés européens au Parlement. Il y a une diversité sociologique, de parcours, de catégories socio-professionnelles très forte. On a une belle liste, quoi. On a déjà une belle liste. Elle sera encore certainement mieux quand elle sera présentée, finalisée. Comment expliquez-vous que François Ruffin, on a l'impression qu'il fait un peu son chemin, son parcours, seul, loin de vous? Non. C'est de bien grands mots. C'est votre impression, ce n'est pas la mienne. François, comme je vous le disais, justement... Il a quasiment pas exprimé quand il y a eu les perquisitions, contrairement à d'autres. Si. Il a fait... Non, il n'était pas là. Il n'était pas là parce qu'il était à l'autre bout de la France. Il a fait un communiqué très clair. Il a fait une vidéo très claire. Si, il s'est exprimé. Il ne sera pas sur les Champs-Élysées demain.
Je sais pas ce qu'il a décidé de faire. Non, il ne sera pas sur les Champs-Élysées, il sera normalement en Picardie. En Picardie, oui, parce qu'il y a des assemblées. Et vous n'étiez pas hier à la fête à Macron, sur la place de la République? Parce que, figurez-vous, j'étais à l'Assemblée nationale où je défendais la proposition de loi du MoDem sur l'interdiction des violences éducatives. Donc oui, on est 17 sinon, et on serait partis. Vous seriez allé sinon? Oui, certainement. Vous êtes pour la résurgence de Nuit debout? Parce que c'était un peu l'idée. Je suis pour, et je suis d'accord avec l'intention portée notamment par François Ruffin et ceux qui ont appelé à ce rassemblement, qu'il y ait une multiplicité de fronts de résistance qui s'engouffrent dans la brèche ouverte par les Gilets jaunes, parce qu'en fait, on a des intérêts communs à défendre, et je pense que les revendications portées par les Gilets jaunes sont largement partagées. Et donc, oui, et c'est une discussion qu'on a eue avec François Ruffin. Vous dites qu'il fait son chemin tout seul. C'est une personnalité, pour vous, il a une sensibilité. Et Mélenchon sont comme les deux doigts de la main? Ils sont comme les 17 doigts de la main du groupe parlementaire. Ah oui, vous avez 17 doigts. Vous. Voilà, nous on est 17 qui respectent. Alors c'est quand même incroyable, vous reprochez à Jean-Luc Mélenchon d'avoir un fonctionnement antidémocratique, etc. Arrêtez de penser, vous voyez comme vous êtes tout le temps dans le débat, vous pensez qu'on vous agresse sans arrêt. Non, moi je vous pose des questions. Je fais juste, vous êtes libre de répondre après. Je vous réponds là-dessus, sur le fait que oui, on est 17 avec des parcours, des sensibilités. François Ruffin n'est pas Daniel Obono, qui n'est pas Caroline Fiat ou Sabine Rubin. On ne parle pas assez de Sabine Rubin, qui est députée du 93, qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui marque aussi les débats dans notre groupe. Et on respecte cela. Tous et derrière Mélenchon? Non, tous ensemble, à défendre le programme de la France Insoumise. Mais lui, il préférait que ça soit tous derrière moi. Il vous l'a dit? Vous l'avez entendu dire ça? Non. Quand il est en meeting et qu'on commence à scander son nom, il dit non, on ne scande pas mon nom, on crie résistance. Et ce qui nous lie et ce qui fait la France Insoumise, c'est le programme. Et tous les 17... Mon parti n'est ni vertical ni horizontal, il est gazeux, c'est ça? D'abord, c'est un mouvement et pas un parti. Votre mouvement? Oui, mais c'est... Voilà, il est gazeux, donc. Mais il est gazeux. Alors moi, c'est pas la métaphore qui me vient, mais c'est un mouvement qui est divers, mais qui est lié, le fil rouge et vert qui nous lie, c'est ce programme-là. Et c'est ce programme-là qu'on veut défendre, et c'est vers ça qu'on est tourné, vers l'action, et on se donne les moyens d'avoir un fonctionnement collectif, démocratique, parce que je crois que quand on fait voter, quand les gens peuvent voter, donner leur avis sur toutes les campagnes nationales, sur tous les programmes et sur les candidats et candidates. Sophia Chikirou, par exemple, vous êtes d'accord sur tout? Je pense que... Sophia Chikirou est d'accord avec le programme de la France Insoumise, s'y reconnaît, moi aussi, tout comme Charlotte Girard, tout comme François Ruffin, et c'est ça qui fait la France Insoumise. Voilà. On continue avec Daniel Obono, qui est donc député La France Insoumise de Paris, qui sera sur les Champs-Élysées demain, et Jérémy Ponthieu va poser vos questions, chers internautes. Bonjour Yves, bonjour Madame Obono. Bonjour. Alors, première question, François Ruffin essaie de mobiliser les Parisiens pour venir en renfort des Gilets jaunes, on en a parlé juste ici. Et Pivot se disait, l'extrême gauche est en pleine phase de récupération du mouvement, c'est ce qu'il nous dit. Que pensez-vous de ces accusations de récupération? Je parle aussi des mouvements politiques en général, parce que c'est un commentaire qui est souvent revenu dans le chat du Facebook. Je pense qu'elles sont, en tout cas à notre rencontre, elles sont injustifiées, parce que justement on a fait très attention dès le départ en disant, y compris au moment du premier appel, en disant que nous soutenions et nous comprenions, mais nous n'appelions pas, puisque c'était le mouvement lui-même qui appelait à mobiliser. Vous ne lancez pas un appel à vous rejoindre aux Champs-Élysées demain? Nous disons, nous participerons, et tous les insoumis et les insoumises qui sont déjà en partie Gilets jaunes, faut pas, enfin voilà, il n'y a pas une... non, moi je ne porte pas, parce que je demain, vous le porterez sur Paris, j'ai pas vraiment d'enjeu sur la question. Mais vous le porterez demain, le gilet jaune? Oui, peut-être que je le mettrai en signe de solidarité. Mais le mouvement évolue aussi et on voit comment il s'élargit. Et nous, quand même, rappelons dès le départ, on a été le premier et quasiment les seuls quand même à ne pas avoir une attitude de rejet par rapport à ce mouvement et de respect en disant... Avec le Rassemblement national. Non, parce que je pense que le Rassemblement national a fait autre chose dès le départ, mais
ce que nous, on a dit, c'est qu'on respecte ce mouvement-là, on en comprend les raisons, il est légitime et justifié, et on espère bien qu'il va être le plus large possible. D'ailleurs, il n'y a pas d'opposition systématique, alors les réalités sont diverses, mais dans plein d'endroits sur le territoire, il y a des insoumis et insoumises en gilet jaune, et ça se passe très bien. On a une autre question d'Antimac, qui est un internaute assez fidèle du Figaro.fr. Il nous dit: j'ai une question pour Daniel Obono. Que pensez-vous du départ de Madame Charlotte Girard et d'autres personnalités qui désapprouvent la ligne de Jean-Luc Mélenchon? Donc je répète encore une fois, Charlotte Girard n'est pas partie du mouvement, elle en fait toujours partie. Non, mais elle est toujours a quitté la tête de liste parce qu'elle a claqué la porte quand même, elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Non, elle a émis un certain nombre d'analyses et puis elle a expliqué pourquoi elle ne souhaitait pas être tête de liste, parce que ça signifie très probablement pouvoir être élu, et c'est un certain nombre d'engagements qu'elle n'était pas prête à assumer. Et puis Charlotte, heureusement, fait partie de gens qui ont une expérience et qui la partagent, et qui ont une analyse et qui la partagent. Donc voilà, je pense qu'elle aurait fait une excellente tête de liste, mais je la respecte. Et puis son choix. Et puis on travaille ensemble, et voilà, elle est toujours là. Autre question, l'Assemblée a adopté l'interdiction symbolique de la fessée. Gamfort est un peu dans l'attaque, il nous dit: ils n'ont pas grand-chose à faire, les députés. C'était important pour vous d'avoir ce vote-là de fait, et est-ce que c'était la priorité? C'est un peu la question. C'est une disposition déclarative, il n'y a pas de solution. Oui, d'abord, c'est pas la fessée, ça c'est une manière très réductrice, c'est l'interdiction des violences éducatives et ordinaires, qui quand même, rappelons-le, et dans toutes les études aujourd'hui qui existent et qui sont incontestées, ce type de comportement de violence physique et psychologique sur des enfants ont un impact sur le développement des enfants. C'est pas, on ne parle pas de la petite fessée ou la petite tape, on parle de procédures qui impactent sur le développement intellectuel, émotionnel des enfants. Et ce qui a été proposé, et nous saluons et nous avons défendu, moi j'ai co-signé la proposition de loi de Maud Petit, notamment à l'initiative du MoDem, qui a choisi de mettre ce texte-là à l'agenda de l'Assemblée nationale. Donc voilà, nous, on l'a pas décidé, ça aurait pu arriver il y a 3 mois, ça aurait pu arriver dans 6 mois, mais il se trouve que c'est l'agenda parlementaire. Et nous nous sommes inscrits dans ce débat de manière très constructive. Et une fois n'est pas coutume, malgré une tentative un peu de brutalisation au dernier moment de la majorité du gouvernement, c'est une proposition qui a recueilli la quasi-unanimité des présents. Et moi, je trouve ça positif, oui. Je pense qu'il n'y a pas de lutte secondaire, et on peut être en même temps dans le mouvement de mobilisation sociale très large et faire avancer les droits des enfants. Autre question. Arnaud, sur Facebook, nous demande: pourquoi votre mouvement ne demande-t-il pas une augmentation du SMIC? Alors lui, notre mouvement le demande. Non, mais je le renvoie pour rectifier l'intervention. Il faut distinguer l'augmentation du SMIC. Le SMIC va augmenter, c'est le coup de pouce qui ne va pas avoir lieu. Oui, c'est mécaniquement, mais nous le demandons ça fait partie de nos revendications d'abord de programme, d'arriver à 1 500 euros net en fin de mandature. On l'avait présenté d'ailleurs dans notre budget, très, très bien construit. On demande une augmentation des minima sociaux et des prestations sociales. Et comment vous les financez, cette augmentation? Comment vous les financez? Par exemple, on reprend les 40 milliards donnés aujourd'hui aux très grandes entreprises au titre du CICE, parce que cette année, ce n'est pas juste 20 milliards, c'est 40 milliards, puisqu'il y aura le changement en dite exonération de cotisation. On rétablit l'impôt sur la solidarité sur la fortune, 4 milliards. Sur les biens mobiliers. On supprime un certain nombre de niches fiscales complètement illégitimes. Il y a les marges de manœuvre. Je pense rappelons quand même, on est une des premières puissances économiques au monde, en Europe. Le pays est le champion d'Europe, même du monde, derrière les États-Unis, de versement des dividendes. Donc de l'argent, il y en a. La question, c'est comment on le répartit. D'accord. Dernière question. Aaron se demande sur Facebook, il nous dit: l'Assemblée ne vote jamais les mesures qui diminuent les privilèges des élus. Avez-vous une proposition de solution à cela? Ne faudrait-il pas baisser les salaires des députés? C'est quelque chose qu'on entend assez souvent. En l'occurrence, ce ne sont pas les salaires, ce sont les indemnités. Il faut le rappeler. C'est une question qui revient à chaque fois. Oui, bien sûr. Mais nous, on est pour un encadrement des salaires dans le privé et dans le public. Il faut savoir que les indemnités des parlementaires sont basées sur la grille de la fonction publique. C'est le niveau haut, c'est 6 000 euros en gros. Non, net. Net. Mais c'est pas le plus haut de la grille de la fonction publique. Juste pour dire, vous trouvez que c'est trop? Vous pourriez
pourrait baisser encore? Non, mais c'est beaucoup, y compris comparé effectivement aux revenus moyens et au SMIC actuel. Mais nous, on est pour augmenter tout ça. Et la valeur, y compris le cercle vertueux de la grille de l'encadrement qu'on propose de 1 à 20, mais qu'on pourrait réduire, c'est l'idée de dire... 1 à 20, c'est dans les entreprises. Voilà, dans les entreprises. Mais ça devrait être, y compris commencer par être mis en œuvre dans la fonction publique. Et c'est ce que nous avons proposé, hein, je rappelle, dans la révision constitutionnelle. Ce sont des mesures qu'on propose depuis le début. D'encadrer et d'avoir un cercle vertueux en disant, si on augmente les plus hauts, on doit augmenter les plus bas. Et que, à terme, on est pour un revenu maximum, en disant aussi, oui, il y a des revenus qui sont indécents, et justement, on pense que la redistribution des richesses, ça passe par ce type de mesures, ça passe par un impôt progressif beaucoup plus aligné sur les revenus. Voilà, on a tout un certain nombre de mesures, et on s'inclut tout à fait là-dedans. Il n'y a pas de privilège, il y a des droits, il y a des acquis, et puis il y a une répartition beaucoup plus équitable nécessaire des richesses. Merci Danielle Obono. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci chers internautes, et à Jérémy Pontieux de s'être fait votre interprète. Et à lundi pour de nouvelles aventures.